Leo Lupus. Vers 11h30, en ce mois de mai 1899, Connolly pénétra dans le hall de l'immense hôtel particulier. Comme toujours, l'atmosphère lui parut étrangement calme. Il avait fait le voyage en calèche jusqu'au marché, aux oiseaux, et halle à la volaille pour chercher sa commande. C'était là son unique tâche. Il avait reçu de son agence de placement l'ordre d'être le plus discret possible et de n'adresser la parole à personne. Cela faisait 7 mois qu'il avait pris cet engagement, et il n'avait encore jamais vu le maître de maison, un certain Lord Freelet, un grand bourgeois anobli par la reine Victoria. Ce jour-là, chaque fois qu'il était mandé, il déposa 2 cages en fer dans le hall qui menait aux appartements de Lord Freelet. De petits oiseaux de toutes les couleurs chantaient joyeusement dans la première cage. Des volailles fermières au caquetage angoissé s'ébattaient dans la deuxième cage. Le domestique ne voyait jamais personne entrer ou sortir de l'hôtel particulier. Le parc et le hall étaient tenus impeccablement. Évidemment, s'était dit Connolly, le propriétaire avait les moyens d'entretenir une armée de domestiques. Lord Freelet était un milliardaire qui avait fait fortune dans l'édification des premiers réseaux ferrés en Europe. Connolly jeta négligemment un coup d'œil sur la commande posée sur la console du hall. Encore et toujours la même demande pour la semaine suivante, au même jour. Des petits oiseaux d'un côté et des grosses volailles de l'autre. La question qui l'obsédait depuis le début de sa mission n'avait pas de réponse. À quoi rimait ce manège? Il n'y a pas de sot métier, soit, mais l'argent n'est pas toujours bon à prendre quand on ne sait pas pourquoi on effectue la tâche demandée en échange. Après une hésitation, il se dirigea vers l'imposante double porte qui le séparait de son mystérieux employeur. Il n'ignorait pas son renvoi immédiat à la clé, dès lors qu'il franchirait cette porte. L'agence le lui avait strictement interdit. Cela faisait des semaines qu'il hésitait, au-delà du mystère. Cette porte symbolisait aussi pour Connolly une barrière. À cette époque, on ne franchissait pas aisément les portes entre classes. La séparation sociale et la morale religieuse régnaient sur une société bien verrouillée, qui avait fait sa révolution en douceur en remplaçant une tyrannie par une autre. Les bourgeois avaient pris le leadership aux aristocrates, mais ils tenaient tout de même à être anoblis. C'était surtout l'avertissement asséné par sa femme qui aurait dû le raisonner. Cette fois-ci, reste tranquille, je t'en supplie. La dernière fois, à cause de ta maudite curiosité mal placée, nous avons souffert du froid et de la faim avec les enfants. Entre des écarts de conduite et de boisson. Oui, t'as soif d'Irlandais. Je ne suis pas gâté, moi. Elle avait raison, se dit Connolly. Il aimait beaucoup sa femme et ses enfants, mais sa curiosité maladive l'emporta. Il fit malgré tout les avertissements, les 3 pas de trop, et actionna la poignée de la double porte. Il se demanda avec étonnement pourquoi elle n'était pas fermée à clé. Il passa la tête et ne vit rien bouger. Alors il s'introduisit dans une immense pièce. Le lieu ressemblait à un temple antique avec de hautes colonnes, mais comme il ne connaissait rien en histoire antique, il ne savait exactement dire s'il fut grec, romain ou autre. La décoration et le peu de mobilier paraissaient un joyeux mélange d'art de toutes les époques. Il ne voyait aucune croix chrétienne ni signe religieux connu de lui. Connolly évaluait prudemment dans le vaste espace. Au centre, il passa devant un étrange pupitre. Il crut voir en sa forme une vague ressemblance avec un autel. Il régnait un silence impressionnant à la mesure de la taille du lieu. En levant la tête, il constata que le plafond était constitué en grande partie d'une vaste ouverture ovale, façon verrière, comme un œil, qui approvisionnait le temple en lumière. Il resta longuement à s'imprégner de ce lieu étonnant et en scruta les moindres recoins. Il remarqua un grand nombre de motifs de sculptures et de peintures, où apparaissaient des têtes de lions, mais aussi des têtes de lions. Connolly voulut aller plus avant en sortant de la pièce d'ample, par le côté opposé à celui où il était entré. Il passa au fond par une si étroite porte qu'il pensa entrer dans une pièce débarras sans importance. À sa grande surprise, de grands et petits salons éclairés, comme toutes les pièces de la bâtisse par des lampes à huile, se succédèrent. Puis il entra dans une grande cuisine si impeccable qu'elle semblait n'avoir jamais servi. Connolly était persuadé qu'il allait forcément tomber nez à nez avec un valet ou un domestique comme lui. Il atteignit une pièce semi-circulaire à colonnade qui accueillait un large escalier de marbre blanc. À cet instant, il fut saisi de panique en pensant qu'il avait laissé sa carriole devant l'entrée. Si quelqu'un le surprenait, il devait faire vite. Il ressortit en courant de l'hôtel particulier. Il referma avec la grosse clé la porte d'entrée et sa carriole disparut dans un nuage de poussière au bout de l'allée. Il dormit très peu cette nuit-là
et ne dit mot à sa femme de ce qu'il avait vu. Au prochain rendez-vous que l'agence lui avait fixé, Connolly prit le soin de poser sa carriole hors du parc. Il aurait pu ainsi prétexter un problème avec son attelage l'obligeant à finir à pied, et s'il rencontrait quelqu'un à l'intérieur, il aurait argué qu'il cherchait l'aide d'un domestique. Il marcha vers la demeure avec une cage de volailles à chaque main. Les cages étaient recouvertes d'un drap pour ne pas attirer l'attention des curieux qu'il pouvait croiser en ville et en chemin. Il déposa les cages dans le hall. Il referma la porte d'entrée et la verrouilla à clé. Puis il entra précautionneusement dans le temple. Son intention était d'explorer plus avant la bâtisse. Il s'enhardissait un peu plus que la dernière fois. Il resta un long moment à étudier chaque détail. Il était fasciné par l'inventivité du décor. Il n'avait jamais rien vu de si original, et pourtant, il avait souvent travaillé au service de gens aisés, dans la grande ville, où il n'avait jamais vu autant d'excentricité concentrée dans un même lieu. Aucune affaire, aucun objet usuel ne pouvait faire penser que quelqu'un vivait là au quotidien. Après avoir parcouru le même chemin que la fois précédente, il décida de grimper l'escalier de marbre blanc qui donnait sur un couloir si long qu'il courait certainement sur toute la largeur de l'hôtel particulier. Une succession de portes donnait sans doute sur des chambres. Il tendit l'oreille avant d'essayer d'ouvrir une porte. Connolly renonça à la 7e. Il semblait ne pas y avoir d'autres accès aux deux bouts du couloir. Le fait de se voir dans une impasse lui fit peur, et il redescendit rapidement au rez-de-chaussée. Il voulut sortir par une autre issue, mais les portes qu'il trouva étaient toutes verrouillées, et il s'aperçut que les fenêtres étaient obturées par des volets condamnés. Il se retrouva bien vite dans le temple et se mit à courir vers la sortie, lorsqu'il entendit du bruit dans le hall. Très vite il s'effaça derrière une colonne et essaya de contrôler son souffle haletant. La double porte s'ouvrit. Un laquais en livrée impeccable introduisit les cages et les déposa au pied de l'autel, au bout du temple. Le domestique ressortit aussi sec et referma la porte. Connolly blêmit lorsqu'il entendit les 2 tours de clé dans la serrure. Il se retrouva enfermé et prisonnier dans ce lieu étrange. Il commençait de se sentir de plus en plus mal, au fil du temps qui s'écoulait lentement pour lui maintenant. Il finit par s'allonger sur une méridienne en vue de la double porte d'entrée, dans le cas où un domestique serait entré. Il se sentait mal à l'aise, seul dans le temple, qui n'était habité par aucun dieu, par des oiseaux qui piaillaient et chantaient, et par des poules qui caquetaient sans arrêt. Il aurait dû écouter sa femme, et il regrettait amèrement son audace. Le jour commença de décliner. La verrière s'assombrissait, et bientôt, ce fut la pénombre qui régnait. Il pensa à sa femme qui devait être si inquiète. Les oiseaux se turent. Connolly se disait que personne ne viendrait plus à cette heure. Mais les oiseaux alors, ils seront sûrement emportés par quelqu'un et peut-être par l'autre porte, la petite porte. Il marcha d'un bon pas vers elle et constata qu'elle était close aussi maintenant, alors qu'il n'avait entendu personne la verrouiller. Dépité, il revint s'allonger. Il plongea dans une rêverie inquiète. L'endroit le glaçait et le fascinait en même temps. C'était comme dormir dans une église seule la nuit. Dans le noir complet, Connolly finit par s'endormir de guerre lasse, à force de lutter contre le sommeil depuis des heures. Un bruit de porte le réveilla brusquement. Une musique lancinante et hypnotique interprétée à la flûte envahit l'espace peu à peu. Une procession entra par la porte étroite du temple. Elle était constituée par une douzaine d'hommes d'âge mûr, habillés d'une sévère jaquette rehaussée par un nœud de papillon, et ils étaient coiffés d'un chapeau melon. Les visages portaient un masque de cuir noir qui les rendait anonymes. Leurs mains étaient transformées en pattes velues et griffues. Ils portaient tous un chandelier tout feu allumé. Ils formèrent un demi-cercle face à l'autel et aux cages de fer. Ils posèrent des chandeliers à leurs pieds. Après un long silence, les yeux fermés, les hommes entamèrent un chant de vocalises sans parole d'une beauté surprenante. Lorsqu'ils se turent, on entendit 3 coups comme au théâtre. Connolly, effrayé, s'était terré derrière une colonne d'où il pouvait observer sans crainte d'être vu. La petite porte s'ouvrit de nouveau. Une personne de haute stature se dirigea à pas lents vers l'autel. Elle portait une longue robe de bure, et, chose terrifiante à voir, sa tête était celle d'un lion jeune. Ses mains et ses pieds étaient des pattes de loup. Dans la lumière incidente des chandeliers, cette mise en scène crut provoquer l'effroi chez Connolly. Les lumières se reflétaient partout dans le temple, faisant apparaître des motifs fantastiques aux murs et sur la verrière. Connolly pensa tout de suite à une cérémonie sacrée. Il avait déjà eu connaissance de rumeurs rapportées par certains domestiques et servants concernant des sociétés secrètes et leurs rites ésotériques,
Mais il rangeait tout cela dans la catégorie de pur délire, de racontard mythomane. Soudain, les hommes se mirent à psalmodier 2 mots comme une incantation crescendo jusqu'à l'extase. Leo Lupus, Leo Lupus, Leo Lupus. Le maître de cérémonie, placé devant l'autel, leva une patte de loup, et les incantations cessèrent immédiatement. Le maître entama un prêche dans un sabir incompréhensible. Il s'interrompit après un long moment, et lorsqu'il descendit les 3 marches de l'autel, une musique d'orgue solennelle retentit, puis cessa, et de nouveau des flûtes lancinantes prirent la suite. Il dévoila la première cage et l'ouvrit. Il en sortit les poules une par une. Il les tendit à chacun des hommes qui participaient à ce cérémonial. Quelqu'un attacha sa poule avec une laisse à la patte, reliée à un poteau du centre du demi-cercle. Au signal donné par le maître de cérémonie qui frappait frénétiquement à grands coups de patte de loup, le sol du temple, ce fut un déchaînement de violence inouïe. Tout en hurlant toujours dans ce même jargon insaisissable, les hommes se mirent à massacrer les volailles méthodiquement à l'aide de leurs pattes de loup aux griffes acérées. Le sang giclait dans toutes les directions. C'était un spectacle atroce, entre les criaments des volailles agressées qui se débattaient en vain et les hommes qui s'acharnaient à les démantibuler. On coupait des coups, des pattes, on arrachait des yeux, on assénait de violents coups de griffes dans une folle mêlée de plumes et de sang. Ce fut une orgie de tuerie de quelques minutes, qu'interrompit violemment le maître de cérémonie par les mêmes gestes qui en avaient signalé le début. Les flûtes cessèrent et le temple sombra dans un silence religieux. Tous les officiants posèrent les 2 genoux à terre, et la tête penchée en avant, restèrent prostrés un long moment. Une odeur mêlée de sang frais et de plumes arrachées avait rempli le temple jusqu'à l'écœurement. Connolly se retint pour ne pas vomir. L'absurde se mêlait au tragique. Il était le voyeur involontaire d'un spectacle sans queue ni tête. Alors il se retourna, s'adossa au pilier, et se laissa glisser jusqu'à mettre son fessier à terre. Cette nuit n'en finissait plus, rien ne bougeait plus au niveau de la cérémonie. Les hommes s'étaient relevés, puis ils restèrent longtemps debout en silence. De temps à autre, Connolly jetait un coup d'œil inquiet. Le jour commençait de poindre délicatement par la verrière. Alors les hommes formèrent un cercle autour du maître. Brandissant haut leurs chandeliers, ils recommencèrent les incantations. Leo Lupus, Leo Lupus, Leo Lupus. Le maître de cérémonie dévoila l'autre cage. De petits oiseaux colorés apparurent. Il retira ses pattes de loup. Pataugeant dans un lac de sang, il leva les bras en direction de la verrière qui s'ouvrit en 2, et par le fait d'un mécanisme non apparent. Un ciel se démaquillant lentement de son obscurité laissa apparaître peu à peu son bleuté limpide. Les hommes posèrent et soufflèrent leur lumière, puis entourèrent le maître au plus près. Le maître souleva la cage et la dirigea vers le ciel. Il psalmodia encore quelques formules hermétiques, puis il ouvrit la porte de la cage. Un jet multicolore s'échappa, et une nuée d'oiseaux monta au ciel, vers une échappée libre par le trou béant de la verrière. C'était un spectacle magnifique. Connolly s'éveilla très difficilement, avec un horrible mal derrière la tête. Le premier regard qu'il croisa fut celui de sa femme. Il essaya de se relever dans son lit, mais c'était tellement difficile qu'il se fit aider par son beau-père, présent, afin de seconder sa fille. Le beau-père le tança. « Ah, enfin, Connolly, qu'est-ce qu'il t'a pris de te mettre dans un état pareil? Tu nous as fait faire un sang d'encre et que tu as été renvoyé. L'agence était furieuse de ton comportement. Et tu as de la chance, car la police ne t'a pas fait de soucis. » Connolly sursauta hébété. « Comment ça? Quelle police? Et que m'est-il arrivé ?» Sa femme répondit très énervée. « La police t'a ramené ce matin. Tu gisais dans ta carriole ivre-mort aux alentours des docks. Tes vêtements sont tout imprégnés d'alcool et d'urine. Tu t'es remis à boire, mon cochon. Ah, ça m'apprendra d'avoir épousé un Irlandais. Ma mère me l'avait bien dit. Et puis tu vas faire honte à toute la famille et à mon père qui est un commerçant très respecté ici. » Elle se mit à pleurnicher dans le giron de son père. « Je t'avais pourtant mise en garde, ma petite, mais comme d'habitude, tu n'en as fait qu'à ta tête, et voilà le résultat. Je ne me souviens de rien, un vrai trou noir, et cette botte derrière mon crâne, c'est quoi? Tu es sûrement tombé en arrière, tu aurais pu te tuer, et comment on aurait fait, moi et les enfants, hein? Allez, allez, il faut vite oublier tout cela, les enfants. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir, mon cher Connolly. » Le beau-père tapota l'épaule de Connolly et embrassa sa fille. Il vissa son chapeau melon sur sa tête, puis réajusta son nœud de papillon.
Lorsqu'il tourna les talons, une plume de duvet tomba sur l'épaule de sa veste et virevolta un moment dans l'air de la chambre. Connolly la regarda hagard, puis doucement se rendormit.